un poulet sur deux n'est pas français. Et pour moi, un peu une aberration et une erreur, puisque les anciens n'étaient pas plus bêtes que nous. Tu as des questions, j'ai pas les questions à l'avance, je tiens à le dire. Non, c'est fait exprès. C'est un peu brutal, mais c'est la vraie vie. Hein. C'est important d'expliquer aux gens ce que c'est que la vraie vie. Je n'ai pas peur de le dire personnellement. Il ne faut pas tout attendre du banquier non plus. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Ferment Mind. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Collin. Régis, bonjour. Bonjour Étienne. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci de venir à ma rencontre aujourd'hui. C'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui, surtout pour parler de plein de thématiques super intéressantes. Alors, bien évidemment, on va parler un peu de toi, je vais te laisser te présenter un peu plus tard. Puis on va parler de tout un tas de sujets autour de l'agriculture, parce que tu as une exploitation agricole avec ton fils. On va parler bien évidemment d'agriculture, on va parler de développement durable, parce que c'est quand même de plus en plus important aujourd'hui, de comment faire pour faire de l'agriculture plus raisonnée, mais aussi on va parler d'enjeux au niveau financier, d'argent, comment ça se passe avec les crédits, avec les prêts, les dettes, le surendettement possible dans le milieu agricole, mais aussi d'Europe un petit peu, parce que c'est important aujourd'hui dans le climat de vie qu'on a. L'Europe, on voit qu'elle est très importante et qu'elle pose certaines problématiques. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de ça, on va parler de tout un tas de sujets super intéressants. Mais d'abord, pour commencer, moi j'aimerais bien te faire une toute petite rubrique d'introduction qui s'appelle Bien ou mal. Alors c'est très simple. Bien ou mal, c'est quelques questions. Et tu ne peux répondre que par bien ou par mal. Ah, très bien. Ça te convient? Okay. Formidable. Donc je vais faire une rubrique bien ou mal par rubrique. Donc on va avoir que quelques questions pour l'instant. Donc Régis, bien ou mal, la disparition des petites fermes agricoles au profit de plus grosses exploitations? Alors je dirais mal. Mais... D'accord, il y a toujours un mais. Voilà. Bien ou mal, de s'endetter ou de se surendetter pour vivre de son travail? Mal, mais aussi, il y a toujours le mais. On viendra sur le mais un peu plus tard, t'en fais pas. C'est le principe des questions. Ouais, tout à fait. Bien ou mal, l'habitude constante de pasteuriser tous les produits laitiers dans le commerce? Ça, c'est un bien vu comment fonctionne la société aujourd'hui. D'accord. Et bien ou mal, l'utilisation d'engrais chimiques ou de produits azotés? Tu as des questions, j'ai pas les questions à l'avance, je tiens à le dire. Non, c'est fait exprès. Et les questions, bien ou mal, les deux. Les deux. Ouais. On en reviendra, de toute façon, on va en revenir. Donc, c'est pour ça que là, je te propose donc de tout de suite passer à cette première rubrique, la rubrique casser la croûte. Et donc, pour cette première rubrique, moi déjà, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, que tu me parles de toi, de ton exploitation, mais aussi des autres casquettes que tu as, parce que tu n'es pas juste agriculteur, c'est ça qui est intéressant. Voilà, puis tu nous parles un petit peu plus de tout ça. Alors, moi, je m'appelle Régis Collin, j'ai 58 ans, j'habite à Gironcourt, un village de 900 habitants dans les Vosges. Exactement. Et donc je suis agriculteur depuis 1989. Je me suis installé le 1er novembre 1989 avec mes parents. Donc papa, maman étaient installés avec moi. Et ensuite, au fur et à mesure de la retraite des parents, j'ai racheté les parts de la société avec moi dans un premier temps, avec mon épouse dans un deuxième temps. Et puis là, notre fils s'est installé en 2020. Donc, nous avons transformé la société plutôt en GAEC depuis l'installation de notre fils. Voilà. Après, j'ai eu beaucoup d'activités hors agricole. J'ai été élu dans ma commune adjoint au maire pendant 2 mandats. J'ai eu à gérer le remembrement de la commune et de l'association foncière de la commune. Choses très intéressantes qui m'ont fait connaître beaucoup de monde.
Je suis aujourd'hui président de Serre France Vosges, le cabinet d'expertise comptable du réseau Serre France qui est dans les Vosges et qui accompagne en conseil et en comptabilité un peu plus de 70% du marché de l'agriculture dans les Vosges. Et ce cabinet d'expertise comptable gère aussi 650 dossiers d'artisans, commerçants et professions de service. De plus en plus d'autres personnes en plus des Voilà, agriculteurs. tout à fait. De plus en plus Ouais, d'artisans. ouais, ouais, ouais. Et j'ai fait mes études au lycée agricole à Mirecourt et je suis aujourd'hui président aussi de l'amicale des anciens élèves du lycée agricole de Mirecourt. Ouais, c'est tout un tas de casquettes auxquelles on reviendra bien évidemment un peu plus tard parce qu'on se doute que c'est une question assez complexe de gérer son travail d'agriculteur en plus de gérer toutes ces choses-là à côté. Est-ce que ça laisse ça laisse pas beaucoup de temps pour ta vie privée peut-être? C'est-à-dire qu'il faut prévoir les choses. Quelqu'un qui arrive chez moi, s'il n'a pas rendez-vous, ça va être assez compliqué Ouais, de le recevoir. Je l'ai vu pour organiser cette On a émission. organisé pour cette émission-là, à ce que tu viennes Exactement. un jour où on avait programmé un peu là ensemble. Mais bon, c'est de l'organisation. Une grosse organisation de vie et je suis entouré avec mon épouse et mes enfants. Même si notre premier fils, je l'ai dit tout à l'heure, est installé avec nous, les autres enfants sont aussi là de temps en temps pour nous accompagner et donner un coup de main. Donc, pour revenir là-dessus, donc toi tu as une exploitation agricole mais laitière. Oui. Vous faites exclusivement du lait? Alors nous on produit tous les ans à peu près 600 000 litres de lait qui est vendu à la fromagerie du groupe Lactalis à Corcieux dans les Vosges. D'accord. Notre lait, on a pris une option il y a une dizaine d'années pour que notre lait soit non OGM. Voilà, donc l'alimentation de nos animaux est 100% non OGM, si bien qu'on garantit un produit de lait non OGM sur notre exploitation. Et tu dirais que ton exploitation aujourd'hui, ça fait partie des grosses exploitations laitières ou plutôt des plus petites? Tu te retrouverais dans quelle taille à peu près? On est dans une moyenne d'exploitation laitière, mais la taille c'est une chose, mais la taille ne fait pas tout. D'accord. Je suis plus axé sur la bonne gestion de l'entreprise. Et justement, pour en revenir là-dessus, vous faites du lait. Comment tu évalues les critères d'un bon lait, par exemple Alors, le lait, oui, c'est vrai que pour le consommateur qui n'est pas au courant de comment fonctionne, il achète du lait en brique, il achète du fromage, des yaourts, mais il faut savoir que le lait est chez nous, comme quasiment dans toutes les exploitations qui vendent le lait à des industriels, ramassé tous les 2 jours. À chaque ramassage, il y a une prise d'échantillon avec une analyse du lait, à voir quelle est la matière grasse, quelle est la matière protéique, donc ces produits-là qui servent pour la fabrication du fromage. S'il y a des butyriques, et des mauvaises fermentations qui embêtent la fabrication de certains fromages. Et puis, il y a aussi si le lait, au niveau des cellules, si le lait est aussi dans des normes, et puis au niveau des germes aussi, pour avoir un lait propre. Voilà. D'accord. Et donc, le niveau de protéines, à niveau de l'échelle, ça se situe comment, par exemple? Comment tu sais que ton lait est bien ou est une forte teneur ou une très légère teneur? Alors, très bonne question. Il faut savoir que dans notre pays, parce que dans tous les pays, ce n'est pas pareil, dans notre pays, la base matière protéique, c'est 32 grammes au litre. D'accord. Et la base matière grasse, c'est 38 grammes au litre. Okay. Ça, c'est la base. Le groupe Lactalis a voulu, il y a quelques années, faire évoluer, changer ces choses-là, et éventuellement l'imposer à tout le monde, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est dans notre pays toujours la base, 38 grammes de matière grasse et 32 grammes de matière protéique. Il faut savoir que ça, c'est la base qui est en face d'un prix de base. Si on produit plus, on a des primes, et si on produit moins, on a des réfactions. D'accord. Okay. Et donc toi, tu te situes vers la moyenne ou un peu plus? Alors nous, on est au-dessus, on est toujours, au lieu des 38 grammes de matière grasse,
Nous, on est plutôt en moyenne à 44 grammes de matière grasse. Donc, on a 6 grammes au-dessus de la moyenne, au-dessus de la base, dirons-nous. Et puis, la matière protéique, au lieu de 32, on est plutôt à 34 grammes de matière protéique au litre, en sachant que ça vient de l'alimentation, mais ça vient aussi de la génétique. Et on a, nous, privilégié depuis des décennies des taureaux pour inséminer les vaches qui ne détérioraient pas les taux de matière grasse et matière protéique. Donc c'est toute une gestion depuis longtemps pour pouvoir arriver à ces résultats-là Ah aujourd'hui, oui. qui te permettent quand même d'avoir une exploitation Ouais. laitière qui fait du lait plus haut de gamme, d'une meilleure Voilà. qualité que la moyenne. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et justement, toutes ces choses-là, en quoi ça va influencer sur la qualité de ton produit fini, que tu aies plus de matière grasse, que tu aies plus de matière protéine, plus de protéines. En quoi ça va influencer notre produit fini à arriver pour nous les consommateurs Alors, c'est sur après, c'est sur la fabrication des fromages. Plus il y a de la matière protéique, et plus les on le fromages. retrouvera Voilà, dans les tout à fromages. fait. Ouais, Voilà, tout à c'est fait, ça, ok, quoi. Tout à fait. ouais. Ok. Mais alors après, il faut savoir que quand ça arrive dans la fromagerie, ce n'est pas uniquement notre lait qui arrive, c'est un mélange de lait. Oui. Et là, donc ton lait est mélangé avec du lait notre d'autres lait est personnes. mélangé avec d'autres Et du coup, est-ce qu'ils ils ont des critères où ils mélangent un lait de haute qualité qu'avec d'autres laits de haute qualité, ou ils mélangent n'importe, parce que du coup, à quoi ça sert de faire un lait de meilleure qualité si c'est pour être mélangé après? Ouais, mais après, le ramasseur, il arrive avec son Smirmork de 24 000 litres. Donc toi, tu as une prime parce que tu fais les choses mieux, mais ça va pas. Ils vont mélanger tous les laits ensemble et au final, ils auront une moyenne un peu plus haute. Donc ça va permettre de réguler s'ils reçoivent des laits un peu moins. C'est aussi un lait de mélange. Ok. Les fromageries ont besoin aussi d'un lait de mélange parce que pour les recettes, si on peut appeler ça des recettes, pour la fabrication des fromages, c'est plus facile pour eux avec un lait de mélange. D'accord. Ok. Et justement, pour avoir une agriculture comme celle-ci, comment tu fais évoluer ton exploitation et les équipements, les machineries, pour pouvoir avoir un lait continuellement de bonne qualité? Est-ce que tu es obligé de dépenser beaucoup d'argent, plus d'argent que pour vraiment être plus compétitif et productif et garder cette teneur-là assez haute? Il faut... une entreprise agricole, c'est comme une entreprise. Oui, tout à fait. Si elle n'investit plus, elle n'avance plus, donc elle recule. Il faut dire ça, c'est pas une nouveauté. Oui, non, tout à fait. Ouais. Mais donc il faut, là, on a fait de gros investissements pour rallonger un bâtiment, le bâtiment des vaches laitières, pour avoir plus de place, et puis que les animaux soient encore dans des conditions encore mieux. Pour le bien-être animal, tout ça c'est très important et on est attaché à toutes ces choses-là. D'accord. Et c'est facile ou c'est compliqué d'investir, de faire des investissements quand on est une ferme plus ou moins petite ou grande? Toi, tu as une ferme moyenne, tu m'as dit au niveau de la taille, mais pour une petite ferme, est-ce que c'est compliqué de garder cette productivité-là et d'investir, ou est-ce qu'ils ont des facilités, des aides avec l'État, ou ils ont plus de mal que des grosses entreprises, enfin des grosses fermes? Voilà. Alors par exemple, nous, la région Grand Est, elle accompagne les investissements avec des plans qu'on appelle des plans bâtiments pour accompagner les agriculteurs à être dans les normes et à construire ou rénover ou transformer des bâtiments. Voilà, tout à fait. Mais il faut savoir que ça ne fait pas tout. Puisque c'est un pourcentage, mais après, les banquiers nous suivent, et puis la bonne gestion fait que on peut investir et moderniser l'affaire. Et justement, tu disais que la taille tout à l'heure ne comptait pas et que ce n'était pas un critère forcément important, mais est-ce que les banques te suivent de la même manière si tu es une petite ferme ou si tu es une grosse exploitation? Alors aujourd'hui, les banques... je suis aussi administrateur dans une banque, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, les banques, elles financent les gens, c'est malheureux à dire, mais où elles savent qu'elles vont prendre peu de risques. C'est un peu brutal, mais c'est la vraie vie. C'est important d'expliquer aux gens ce que c'est que la vraie vie. Et demain, pas après-demain, demain,
les banques vont aussi financer peut-être à des taux préférentiels des gens qui font attention à l'environnement, qui sont dans les Des thématiques de normes. plus en plus. Voilà, des thématiques que choisiront les banques. Mais une chose est sûre, je n'ai pas peur de le dire personnellement, il ne faut pas tout attendre du banquier non plus. Et c'est toujours, c'est pour ça que je te posais la question si c'était compliqué d'être aujourd'hui une petite ferme, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus au niveau peut-être agricole, au niveau des céréaliers, que c'est de plus en plus compliqué pour un petit agriculteur céréalier que pour un gros. C'est de plus en plus je mange les petits pour me grossir. Oui, mais c'est pas une histoire de taille, tu sais. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais tu penses pas que quand on est une très grosse ferme, c'est plus compliqué de gérer une qualité élevée de ton produit que quand par exemple tu es une ferme comme toi, si tu avais les grosses fermes que nous n'avons pas dans les Vosges, on n'a pas d'énormes fermes céréalières dans les Vosges, mais j'ai des collègues qui sont présidents de Serre France dans d'autres départements qui ont des très grosses fermes et ils gèrent la masse, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc ça se passe bien. Aujourd'hui, la politique agricole commune, on en parlera tout à l'heure, fait qu'elle est ramenée à l'hectare. Plus les gens ont d'hectares, plus ils touchent. Tout à fait. Bon, donc ça incite bien, pas bien, j'en sais rien, mais c'est le système comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Okay. En sachant que le défi quand même de notre pays, c'est d'avoir des produits agricoles pour nourrir nos concitoyens. On sait qu'en ce moment, par exemple, un poulet sur 2 n'est pas français, que les gens achètent dans le commerce. Donc, produit ailleurs, en Europe ou ailleurs, ou dans le monde, avec des règles sanitaires qui ne sont pas toujours les mêmes que dans notre pays. Tout à fait. Mais ça, oui, donc, on aura effectivement l'occasion on reviendra là-dessus aussi. Oui, bien sûr, on reviendra là-dessus, mais tu as tout à fait raison là-dessus. C'est d'ailleurs un chiffre qui fait un peu peur. Un poulet sur, enfin, tu m'as dit un poulet sur 2. Un poulet sur 2 aujourd'hui n'est pas français. C'est quand même, voilà, ça montre un peu le paysage d'aujourd'hui. Et moi, j'aurais bien aimé revenir un tout petit peu sur. On parlait un petit peu des enjeux climatiques et environnementaux, si les petites fermes elles faisaient ça, etc. Aujourd'hui, dans l'agriculture, on en est où au niveau des enjeux climatiques et environnementaux, pardon. Est-ce qu'il y a une adaptation qui se fait? C'est lent, ça va être compliqué. Comment tu vois ça aujourd'hui par rapport au changement climatique qu'on peut percevoir? Alors, par rapport au changement climatique, ok, il y a un changement climatique, tout ça c'est reconnu, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a déjà eu, dans l'histoire, des moments compliqués. On a vécu, là nous sommes en 2024, depuis le 15 octobre 2023, on est très largement arrosé par la pluie, ce qui a embêté la mise en place des cultures, ce qui embête aujourd'hui la récolte des fourrages. J'avais vu justement, je crois, une statistique qui disait qu'il ne tombait pas moins d'eau, mais qu'en fait elle tombait plus comme avant d'une manière beaucoup plus dispersée dans l'année, mais elle tombait souvent en fait qu'un petit moment dans l'année, on avait toute la pluie qui tombait du même temps. Voilà, on a eu, un seul exemple, on a eu Louis Baudin, donc, qui est un journaliste qui présente la météo donc, sur TF1, qui est venu à une manifestation il y a 2 ans dans les Vosges et qui expliquait clairement que la quantité d'eau dans notre secteur est globalement à peu près toujours la même. C'est la répartition, ça veut dire qu'il y a des moments où il va pleuvoir beaucoup, et puis après on va avoir ce que certains appellent un coup de chalumeau qui va tout griller, aussi bien les cultures, l'herbe, mais n'oublions pas, dans un département comme le nôtre, aussi la forêt. La forêt qui a une grande utilité agricole aussi et qui souffre beaucoup de ces coups de chalumeau qu'on a durant l'été. Tout à fait. Et justement, quand même, est-ce que tu penses qu'il y a un changement à faire au niveau des modèles agricoles aujourd'hui, où il y a des choses intéressantes qui sont en vue pour avoir un modèle plus durable au niveau de l'agriculture, au niveau de certaines typologies d'agriculture? Peut-être abandonner certains produits qu'on faisait pousser pour en faire pousser d'autres, ou sinon même faire des pratiques différentes, que ce soit du semi-couvert, des choses comme ça un peu plus. Alors, le département des Vosges, il est principalement herbagé. L'herbe est beaucoup utilisée dans le département des Vosges, c'est très bien.
Moi, le seul reproche que je peux avoir, c'est que le système de la politique agricole commune fait que certaines prairies ont été retournées parce que les règles font que si une prairie n'est pas retournée régulièrement, elle redevient ce qu'on appelle une prairie permanente avec l'interdiction de la retourner de nouveau. Donc tout ça, voilà, il faudrait avoir plus de souplesse. Alors, il y a déjà de la souplesse pour les gens comme nous qui sont à plus de 75% d'herbe sur leur exploitation, mais voilà, la course à retourner les prairies est pour moi un peu une aberration et une erreur, puisque les anciens n'étaient pas plus bêtes que nous, et il y a eu des prairies qui ont été préservées, qui sont de très bonne qualité, avec une bonne flore, et pourquoi les retourner? Pour mettre peut-être des céréales qui vont plus ou moins, plutôt moins que plus pousser, même endommager la flore voilà. Par la suite, quoi, parce que toujours. Mais bon, tout ça, c'est aussi le système administratif qui essaye de trouver. Qui fait tout ça, quoi. Ouais. Exactement. D'accord. Écoute, moi, je te propose de passer tout de suite à la deuxième rubrique, parce qu'on s'attaque de plus en plus à des sujets importants au niveau même politique, au niveau législatif. Donc moi, ce que je te propose, écoute, ça va être de passer à cette deuxième rubrique, la rubrique « Les levées des mystères ». Et voilà, on est déjà à la fin de cette première partie de cet épisode de Ferment Mind. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine, pour la seconde partie de cet épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous, alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.